Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être la première vidéo in my library bag de l'année et j'ai juste trop hâte. Je suis super impatiente de vous montrer tous les livres que j'ai pris. Parce que là je suis un petit peu revenue à mes bonnes vieilles habitudes. J'ai complètement craqué mon pantalon, j'ai emprunté bien plus de livres que je ne pourrais en lire. Mais je suis super heureuse de chacun des livres que j'ai empruntés. Je vais essayer d'en lire le maximum. On est aujourd'hui lundi au moment où je vous tourne cette vidéo, c'est mon jour de repos, c'est pour ça que je suis coiffée à la va-vite, que je suis à peine maquillée, que je suis en tenue complètement cozy cocooning, mais je me suis dit que c'était le moment parfait pour vous tourner la vidéo et vous montrer les livres que j'ai pris à la médiathèque quand j'y suis allée jeudi dernier. Donc entre temps j'ai travaillé, je me souviens plus trop exactement de ce que j'ai pris, donc je vais redécouvrir tout ça dans la vidéo avec vous aujourd'hui. Avant de commencer, petite parenthèse capillaire, je pense que vous l'aurez remarqué, mes cheveux ont un petit peu diminué de longueur tout simplement parce que je les ai coupés. Ça faisait quelques temps que ça me trottait en tête de revenir à un carré, de revenir à quelque chose de plus court. Et un jour je me suis lancée un petit peu sur un coup de folie, sur un coup de tête. J'ai dit à ma mère, tu prends les ciseaux, tu essayes de couper au plus droit possible. Si c'est une catastrophe interplanétaire, c'est pas grave, je courrai chez le coiffeur. Et finalement je suis super contente du résultat. Donc non, ils sont pas tombés tout seuls soudainement de manière parfaitement droite. Je me suis coupé les cheveux. On referme tout de suite cette parenthèse capillaire et on rentre dans le vif du sujet, puisque je pense que les livres ça vous intéresse peut-être un petit peu plus que ma coupe de cheveux. Et je vous invite déjà à vous prendre un petit chocolat que vous avez peut-être eu à Noël, un chocolat chaud, un thé, un café, ce qui vous fait envie, ce qui vous fait plaisir, puisque c'est possible que cette vidéo soit assez longue. J'ai des romans à vous présenter, des mangas, des bandes dessinées et des albums. Donc on arrête cette introduction tout de suite qui est déjà bien assez longue et on commence tout de suite avec les romans. Je n'ai emprunté que de la jeunesse et du young adulte puisque c'est ce dont j'ai envie en ce moment. En ce moment je suis dans cette phase boulimie, j'ai vraiment très envie de renouer avec un genre que j'aime énormément, c'est la littérature jeunesse, la littérature young adulte également. La seule saga que j'ai prise c'est bien évidemment L'Épouvanteur, donc c'est le tome 8, Le Destin de l'Épouvanteur de Joseph Delaney, paru aux éditions Bayard Jeunesse. Une saga jeunesse fantastique que j'aime juste énormément, ça se dévore, ça se lit tout seul. C'est écrit assez gros en plus de ça et j'ai hâte de me plonger dans ce tome 8, de retrouver tous les personnages que j'aime tant, de repartir à l'aventure avec L'Épouvanteur, cette saga qui je trouve s'assombrit vraiment au fil des tomes. Maintenant ça commence à me donner des petits frissons mais je passe toujours un très bon moment. Donc celui-là c'est sûr que je vais le lire. Le premier de ces livres que j'ai pris un petit peu à l'instinct, un petit peu au feeling, c'est celui-ci. Il s'appelle La vie par 7. C'est de Holly Goldberg Sloan. La couverture nous dit simplement si vous êtes perdu, essayez de nager à contre-courant. C'est paru aux éditions Gallimard Jeunesse. Et tout ce que j'en sais, c'est ce que nous dit la quatrième de couverture que je vais vous lire tout de suite. L'histoire émouvante et énergisante de l'inoubliable Willow Chance. La jeune Willow Chance n'est pas une adolescente comme les autres et l'assume sereinement. Willow est un génie, fascinée par le chiffre 7 qui ponctue tout ce qui lui arrive d'important. Quand elle perd ses parents dans un accident de la route, son monde et son bonheur volent en éclats. Il faut les reconstruire à l'aide des rencontres les plus inattendues. Un roman dénué de sentimentalité, mais qui fait pleurer, une histoire de tragédie, mais qui fait rire, un hymne à la vie, désarmant, désopilant, poignant et merveilleux. On a Publisher Weekly qui dit un roman extraordinaire et inspirant, les pages des libraires qui dit on se plonge dans l'univers de Willow avec ravissement. Tout ça, ce chiffre 7, ce destin, ces rencontres improbables, ça m'intrigue et j'ai hâte de partir à sa découverte. On poursuit avec Le cœur en braille qui est un livre de Pascal Rutter paru aux éditions Didier Jeunesse. Alors ce livre-là, vous en avez peut-être entendu parler puisqu'il a été adapté au cinéma. Si c'est pas l'année dernière, c'est l'année d'avant. J'avais vu la bande-annonce qui m'avait beaucoup touchée. J'avais jamais franchi le pas, j'ai jamais regardé le film et je ne savais même pas que c'était un livre à la base. Donc quand je suis tombée dessus à la médiathèque, je me suis tout de suite dit c'est l'occasion ou jamais. Je vais lire le livre, comme ça après je pourrai regarder le film et vous en parler dans une vidéo parlant adaptation. Jusque là pour Victor, une année scolaire c'est du saut à l'élastique sans l'élastique. Ce qu'il préfère, écouter les Rolling Stones, se gaver de loukoum avec son copain Aïssam, parler mécanique avec son drôle de père. Quand il s'amuse pas à planquer le papier des toilettes des filles, il essaie d'échapper aux punitions qui pleuvent sur lui comme la foudre sur le paratonnerre. Mais lorsque Marie-Josée, génie absolu, déboule dans sa vie un beau jour de contrôle de maths, c'est tout son univers qui implose. PS, si vous avez envie de rire, c'est normal, si vous avez envie de pleurer, c'est normal aussi. Moi, les livres qui font rire avec les larmes aux yeux, généralement, c'est des livres qui me plaisent, donc j'ai hâte de voir ce qu'il en est de celui-ci. Dans un autre registre, il y a aussi Celle qui sentait venir l'orage, c'est de Yves Grévet et c'est paru aux éditions Syros. La quatrième de couverture m'a
tout de suite intriguée. Même si c'est pas le genre de livre que je lis habituellement, parfois faut peut-être sortir un petit peu de sa zone de confort et je pourrais faire une très belle découverte. 1897, au nord-est de l'Italie, Frida, une adolescente de 16 ans, fuit sa région natale en diligence. Ses parents, qu'on accuse de crimes odieux, ont été pendus 2 jours plus tôt. La foule réclame à présent la tête de celle qu'on surnomme la fille des démons. Frida espère pouvoir trouver refuge dans la demeure du docteur Gruber à Bologne, un médecin réputé qui semble fasciné par son cas. Tout ça me semble bien mystérieux, j'en sais pas plus. À la vie, à la mort de Celia Bryce, paru aux éditions Albin Michel dans leur collection Wiz, un livre qui a fait pas mal parler de lui quand il est sorti il y a maintenant quelques années. Comme d'habitude, j'ai quelques wagons de retard. Mais il n'empêche pas que j'ai hâte de découvrir cette histoire dont le synopsis m'a déjà pas mal intriguée. Le genre d'histoire qui me plaise habituellement, mais le truc c'est que j'en ai lu pas mal pendant une certaine période. J'étais pas lassée, mais j'avais l'impression de voir toujours les mêmes schémas, toujours les mêmes choses. Ça fait quelques temps que j'ai pas lu de livres de ce genre maintenant, donc pourquoi pas m'y remettre. Atteinte d'une tumeur au cerveau, Megan doit suivre une chimiothérapie. À son grand dépit, elle est transférée dans une unité de soins pour enfants, où le seul qui semble avoir plus de 5 ans est Jackson Dawes. Et tout le monde adore l'irrésistible Jackson. Des enfants aux parents, sans compter les infirmières qui spamment au moindre de ses sourires. Très vite, Megan se laisse charmer à son tour. Il lui rase la tête parce que de toute façon, elle va perdre ses cheveux. Ils partent pour des balades nocturnes dans d'autres bâtiments puisque de toute façon, qu'est-ce qu'une réprimande? Ils vont peut-être mourir. Au mépris du règlement et de la maladie, Megan et Jackson se réinventent une vie de hors-la-loi, hors la maladie, même si chacun sait que le temps est peut-être compté. Dans un tout autre registre, une toute autre ambiance, j'ai pris French Ski de Tom Helen et Lucy Ivison, paru aux éditions Gallimard dans leur collection Scripto. J'aime beaucoup les éditions Gallimard, j'aime beaucoup leur collection Scripto. Je n'ai encore jamais lu celui-ci, mais la couverture me semblait complètement propice à la saison. Mois de janvier, février, c'était fini les romances de Noël. Les romances qui se passent au ski, c'est le moment parfait. Ce voyage de classe dans les Alpes commence mal pour Mousse, fâché avec ses meilleurs amis. De son côté, Jack tente de mémoriser quelques mots de français et de se laisser convaincre par Max et Toddy que ce séjour au ski les aidera à améliorer leur score en matière de filles. Mais à l'hôtel, l'arrivée d'un chanteur à succès vient perturber leur rencontre et leurs plans. Les progrès en snow ne sont pas garantis, mais côté drague, gag et fou rire, les jeunes anglais ne seront pas déçus et les lecteurs non plus. Par le duo d'auteurs le plus drôle et doué pour dire les bonheurs et les affres de l'adolescence, le besoin de plaire et le manque d'assurance, les rivalités, les rires et le sortilège d'être amoureux. Et on a The Bookseller qui dit très drôle et bourré d'éclats de rire, les rites de passage habituels du voyage de classe sont brillamment rappelés et l'amitié, les méchantes filles et les idylles naissantes délicatement décrits entre sourire et tendresse. On me promet de la neige, on me promet un voyage au ski, on me promet des éclats de rire, un roman qui m'a l'air bien doudou, qui va se lire tout seul je pense, c'est la jeunesse, c'est écrit assez gros, c'est pas très épais. 2 auteurs qui apparemment sont très connus mais je ne connais aucun d'entre eux, donc ce sera l'occasion de les découvrir. L'un de ceux qui me fait le plus envie pour le moment dans toute la pile que je vous présente aujourd'hui, c'est sûrement celui-ci, c'est La vie au bout des doigts, c'est de Oriane Charpentier, paru également aux éditions Gallimard, également dans leur collection Scripto. On a ici une étiquette qui indique 14-18, les grands romans de la Grande Guerre. Vous vous en doutez sûrement si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps, mais les livres qui traitent de la Première Guerre mondiale qui se passent début du XXe, pendant la Première Guerre mondiale ou juste après, c'est des livres qui me fascinent. C'est une période sur laquelle j'aime toujours beaucoup lire, regarder des films, regarder des séries télé. J'aime toujours apprendre sur cette période-là en fait. J'ai pas lu l'autre livre de Oriane Charpentier qui est La Vague, il me semble, qui est un livre assez connu, dont on a pas mal entendu parler aussi pendant un moment, mais j'ai vraiment envie de découvrir sa plume avec ce livre-là, qui dès le synopsis m'a tout de suite tenté. En plus de ça, on est en 2018 cette année, donc ça va être le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, donc j'ai d'autant plus envie de lire des livres sur cette période-là. Novembre 1913, après plusieurs années de pensionnat, Guenièvre, 14 ans, est une jeune fille rejetée et mal dans sa peau. Certains la traitent de sorcière. Seule l'amitié de Pauline, qui l'ouvre aux réalités de son époque, illumine son existence. Un jour, elle est recueillie par sa grand-mère et apprend la vie à la campagne dans un vieux manoir en ruine, mais entourée aussi de l'affection de Perpétue, la fidèle cuisinière, et du bel Edmond, bientôt mobilisé. La belle époque bascule alors dans la Grande Guerre et la vie de chacun, homme, femme, enfant, s'en trouve bouleversée. Guenièvre devra se battre, elle aussi, à l'arrière, pour survivre au quotidien, percer le secret de sa famille et se découvrir elle-même. À la fois roman intimiste et fresque historique, inspiré et richement documenté, le livre d'Oriane Charpentier envoûte par sa voix singulière et son souffle romanesque. Ça, c'est le genre de synopsis qui ne peut personnellement que me tenter. Avant-dernier roman que j'ai emprunté, il s'agit des Sandales de Ramas et de Tristan Kogel paru aux éditions Didier Jeunesse.
Tristan Quegel, c'est un auteur que j'ai découvert avec son livre Bluebird il y a 2 ans, il me semble. Un énorme coup de cœur, ça faisait partie de mon top de cette année-là. J'avais tout simplement adoré, j'avais été enchantée. Celui-ci est très petit, mais quand j'ai vu qu'il y avait un autre livre de cet auteur, j'ai pu que me laisser tenter. En plus, je pense que c'est un livre qui va pas mal faire voyager, donc c'est juste parfait. Upendra est vendeur de barbe à papa à Katmandou. Il rêve de devenir sirdar, chef d'expédition en haute montagne. Satya est une ancienne Kumari, ses enfants considérés comme des déesses vivantes au Népal. Envers et contre tout, Upendra va approcher la jeune fille sans se douter que sa vie s'en trouvera bouleversée à tout jamais. Les ruelles de Katmandou au sommet de l'Himalaya, entre fakirs et chasseurs de miel, un voyage initiatique envoûtant. Ça a l'air vraiment pas mal. Et le dernier roman que j'ai emprunté, que j'ai à vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Roseland, c'est de Nathalie Sommers. C'est paru aux éditions Didier Jeunesse également. En haut de la couverture, il est indiqué « Deux mondes, deux guerres, lui seul peut agir ». Déjà, rien que ça, je trouve que ça met dans une ambiance bien particulière. Londres, 1940. Sous le feu des bombardements allemands, Lucan, 14 ans, doit faire face à la mort brutale de son grand-père. En touchant le cadran de l'horloge qu'il lui a confié, le jeune garçon est propulsé dans un univers extraordinaire et également menacé, Roseland. Y aura-t-il un lien entre le danger qui pèse sur ce monde et le destin de Londres? Le temps est plus que jamais compté pour Lucan, qui a désormais une mission, gagner la bataille de Roseland pour sauver rien de moins que l'Empire britannique. Une aventure historique et fantastique, pleine de rebondissements. Du fantastique, c'est pas un genre que je lis très souvent, mais encore une fois, pourquoi ne pas sortir un petit peu de ma zone de confort? En plus, on mêle ça à de l'historique, qui est l'un de mes genres préférés. Hâte de découvrir ce que ça donne, un mélange qui peut être assez sympa, je pense. De suite passer aux bandes dessinées, j'en ai emprunté quelques-unes. La première, une bande dessinée dont je n'ai jamais entendu parler. Il s'agit de celle-ci, elle s'appelle De père en fives, c'est de William Roy. Pardon, je sais pas comment ça se prononce. C'est aux éditions La Boîte à Bulles dans leur collection Contre-Cœur, une bande dessinée écrite par un père, il me semble, qui va revenir sur son expérience avec sa compagne sur la fécondation in vitro. Un sujet dont on ne parle pas beaucoup, qui reste intéressant, qui reste important, je pense. Et j'ai hâte de découvrir cette bande dessinée, même si au niveau des illustrations, c'est pas ce que je préfère. Mais si je l'ai prise, c'est vraiment pour le sujet et j'ai hâte de voir la manière dont ça va être traité, dont ça va être amené. J'ai également emprunté Les Jours Sucrés de Loïc Clément et Anne Montel, paru aux éditions d'Argo, une bande dessinée dont j'ai entendu un tas de bons avis. Vraiment, je crois que j'ai jamais entendu d'avis négatifs sur cette bande dessinée. BD que tout le monde qualifie de doudou, de douillette par excellence, qui donne faim. J'ai pas lu la 4e de couverture parce que j'ai vraiment envie de me plonger dedans sans savoir ce qu'il en est des dessins, sans savoir ce qu'il en est de l'histoire, et j'espère moi aussi être charmée. En tous les cas, on me dit bande dessinée doudou, roman doudou, album doudou, quoi que ce soit, ça ne peut que me faire envie. Le temps des mitaines, bande dessinée également, comme Les Jours Sucrés de Loïc Clément et Anne Montel. J'ai même pas fait exprès, je viens de m'en rendre compte en prenant le livre. C'est paru aux éditions Didier Jeunesse. Encore une fois, une bande dessinée qui a l'air vraiment toute doudou. Là, j'ai regardé un petit peu les illustrations et je fonds juste complètement pour ces petits animaux, pour les teints pastels que j'aime tant. C'est pareil, l'histoire, je sais absolument rien et j'ai pas trop envie d'en savoir plus. Avant-dernière bande dessinée que j'ai empruntée, bien évidemment, Femme en résistance. Il me semble que c'est le dernier tome, en tous les cas le dernier paru pour le moment, je sais pas s'il y en aura d'autres. C'est de Frasier, Autière, La Boutique et Pollack, c'est le tome 4 sur Mila Racine, c'est paru aux éditions Casterman. Série de bandes dessinées dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, que j'aime juste énormément. Ils me permettent de découvrir des femmes incroyables qui sont malheureusement trop peu connues. Donc on a la bande dessinée, au niveau des illustrations, pareil, je suis pas très fan, mais ça vaut vraiment le coup. Vous allez en apprendre beaucoup, c'est passionnant, c'est super bien documenté. Vous avez un petit livret à la fin avec des photos, un petit peu plus d'explications. Et j'ai juste hâte de me plonger dans ce 4e tome. Dernière bande dessinée que j'ai empruntée, c'est la première d'une duologie. Ça s'appelle Où sont passés les grands jours. C'est de Jim et Alex Stefanki. Et c'est paru aux éditions Grand Angle. Il me semble que c'est une bande dessinée où des amis qui ont la trentaine vont se retrouver, revenir un petit peu sur leur vie. Et je me dis, pourquoi pas? Elle était là devant moi dans le bac, le titre m'a tout de suite attirée. Donc encore une fois, je l'ai mis dans mon sac pour partir un petit peu à la découverte, à l'aventure. De toute manière, je l'ai pris à la médiathèque. Je ne prends aucun risque. On passe maintenant au manga avec bien évidemment le tome 3 et le tome 4 de Une Sacrée Mamie. C'est de Yoshishi Shimada et Saburo Ishikawa, paru aux éditions Delcourt. Je pense que maintenant que j'ai terminé Barakamon et Yotsuba, ça va devenir mon manga doudou préféré du moment.
Et j'ai juste hâte de poursuivre ce manga qui est juste tellement beau. En plus de ça, c'est une histoire vraie, c'est tellement attachant, ça apporte tellement de valeur, tellement de philosophie, ça amène à voir le monde différemment. Et on s'estime bien heureux après avoir terminé ce manga de tout ce qu'on a, on voit les choses différemment. Il est juste complètement magique, il est juste complètement génial. J'ai également emprunté les 3 premiers tomes du manga Perfect World de Ri Haruga paru aux éditions Akata, un manga que je ne connais absolument pas, mais il me semble que j'ai lu 2 ou 3 avis très positifs il y a quelques temps. Je ne savais plus si c'était ce manga là ou un autre. De toute manière, les 3 premiers tomes étaient disponibles, donc c'est pareil, je risque pas grand chose, donc je les ai pris. On continue sur les nouvelles séries de manga puisque en ce moment j'ai envie de commencer plein de nouvelles séries de manga et ma règle de terminer une saga pour en commencer une autre ne s'applique qu'aux romans, donc là c'est pas grave. En plus de ça, les mangas ça se lit très bien, ça se lit très rapidement. Donc j'ai pris le tome 1 et le tome 2 de la série Les Secrets de Léa. C'est un manga jeunesse il me semble, c'est de Yu Yabushi et c'est paru aux éditions Delcourt. En tous les cas, je trouve les couvertures juste complètement mignonnes. Je vais vous lire juste la 4e de couverture du premier tome puisque c'est ce qui m'a bien donné envie de lire ce manga pour les sujets qu'il aborde et j'ai hâte de voir comment ça va être amené tout ça. Léa Tachibana, 10 ans, est maintenant en dernière année d'école primaire et depuis que sa maman est enceinte, elle s'est beaucoup rapprochée de Saya, l'élève de sa classe. Mais l'arrivée prochaine d'un bébé dans sa famille n'est pas le seul changement auquel elle va devoir faire face. Alors que Léa et ses amis s'acheminent vers l'adolescence, leur corps change et leur cœur aussi. Découvrez avec Léa et ses amis extraordinaires sur fond d'amour et d'amitié les réponses aux questions les plus intimes que chaque jeune fille se pose lorsque la fin de l'enfance annonce déjà le début de l'adolescence. Ça m'intrigue tout ça. Et le dernier manga que j'ai pris, il me semble que c'est une duologie mais je suis pas très sûre de moi, c'est It's Your World, donc j'ai pris le tome 1 et le tome 2. C'est de Junko Kawakami et c'est paru chez Kana. Il me semble qu'on va suivre un jeune japonais qui va vivre en France et c'est un petit peu le choc des cultures et j'ai jamais lu un manga qui parle de ce sens-là. J'ai déjà lu un livre d'une française qui va vivre au Japon et là on est dans l'autre sens, donc pareil, ça m'intrigue, ça m'intéresse, j'ai hâte de découvrir ça. Allez, on arrive presque au bout de cette vidéo finalement, elle ne sera peut-être pas aussi longue que je le pensais, il me reste juste les albums à vous présenter. Pareil, je les ai pris un petit peu au feeling, au titre, à la couverture, donc je vais passer rapidement sur chacun d'entre eux, mais ils me font tous, bien évidemment, comme tous les livres que j'ai empruntés, terriblement envie et j'ai hâte de vous faire une vidéo Parlons Album puisque j'ai l'impression que ça fait un petit moment que je vous en ai pas faite. Jérémy dessine un monstre, c'est de Peter McCarthy et c'est paru chez l'École des Loisirs parce que regardez-moi ce petit garçon et ce petit monstre, c'est juste adorable. Moi, Crocodile du Nil de Fred Marcelino paru aux éditions Bayard Jeunesse. Je sais pas, le crocodile m'a complètement fait craquer sur la couverture et sur la 4e, il est juste encore mieux. Pourquoi pas? Rêve de ballerine de Jean Hewson et Claudio Munoz paru aux éditions Grune, donc celle-ci si j'ai emprunté c'est pour son sujet. Bien évidemment on va parler de la passion pour la danse, donc ça m'intéresse énormément, mais on va surtout parler d'une petite fille qui a toujours rêvé de danser mais qui suite à un accident ne va plus pouvoir, et voir l'acceptation du fait que nos rêves soient brisés dans un album jeunesse, ça m'intéresse. Je t'entends de Richard Marnier et Aude Morel paru aux éditions Frimousse. Je ne connais absolument pas cette maison d'édition, je ne connais absolument pas ses auteurs, je ne connais absolument pas ce titre, mais le livre en lui-même est juste sublimissime. Le crocodile qui avait peur de l'eau de Gemma Merino paru aux éditions Les Albums Casterman, puisque un crocodile qui a peur de l'eau, je trouve ça quand même assez ironique, et puis généralement les albums Casterman font de très belles choses. Chrysalide de Pog et Maureen Pagnonnec paru aux éditions Cépage, maison d'édition que je ne connais absolument pas, donc ça va être la grande découverte avec ce livre-ci que je trouve juste très beau, plein de simplicité, les illustrations à l'intérieur c'est pareil. Je suis complètement fan, c'est pastel, c'est léger, je ne peux qu'adhérer, c'est un style d'illustration qui me plaît toujours énormément, à voir maintenant ce qu'apporte l'histoire. La Grande Ourse de Karl Norak et Kitty Crowther paru aux éditions Pastel. Pareil, j'aime beaucoup ce que font les éditions Pastel également. J'aime le format de ce livre qui est plus longiligne que large, qui est un format qui n'est pas classique. Les illustrations, je suis pas du tout fan, mais l'histoire avait l'air sympa. Ouf! De Ghislaine Roman et Tom Champ paru aux éditions Milan. Pareil, encore une fois, un format assez original. Voilà, moi les livres qui sortent un petit peu de l'ordinaire, j'aime toujours. Et les illustrations sortent également de l'ordinaire. Sinon, quant au résumé, je n'en sais rien du tout.
Et pour terminer, 2 petits albums en italien, j'en ai déjà parlé, j'aime emprunter des albums en italien puisque ça me permet de lire dans cette langue, de maintenir un petit peu mon niveau, je trouve ça assez sympa, ça me permet de découvrir aussi bien évidemment des albums, après je ferai des recherches pour vous en parler ou non s'ils ont été traduits en français. Donc ceux que j'ai empruntés, le premier c'est Quella Furba di Logge, c'est de Liv Bayton et c'est paru aux éditions AER. Et le deuxième c'est In una notte nera, c'est de Dorothée de Montfreid et c'est paru aux éditions Baba Libri. Donc ces 2 livres-là, je les ai surtout pris pour pratiquer l'italien plus que pour les histoires ou les illustrations, mais je vous en reparlerai peut-être, pourquoi pas. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo In My Library Bag qui était un petit peu brouillon, j'en suis consciente. Là, j'ai des livres partout. Maintenant, il va falloir tous les ranger et là, la motivation baisse un petit peu. En tous les cas, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous d'excellentes lectures. Si vous avez lu l'un de ces livres ou que vous avez envie de lire l'un d'entre eux, n'hésitez pas bien évidemment à venir me le dire dans les commentaires. Je suis toujours curieuse et lire vos messages me fait toujours immensément plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite bien évidemment de très belles lectures. Prenez grand soin de vous et à bientôt sur la chaîne Booktube. Bye bye!